Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule financière. Alors, après une accalmie estivale, voilà l'automne qui s'installe avec un vent de volatilité qui nous fait penser à ce qu'on a vécu en juin dernier, alors que les banques centrales ont choisi leur combat contre l'inflation au détriment de nous amener dans un ralentissement économique là, qui va être plus important. Alors, dans ce contexte-là, notre comité de placement veut aujourd'hui vous transmettre un peu la vision de la situation, alors que nous sommes en équilibre actuellement entre, oui, d'un côté, la prudence, mais en même temps des opportunités que nous avons eu la chance de saisir, entre autres, la semaine dernière. Alors, sans plus tarder, débutons cette nouvelle capsule financière. Alors, comme on peut le constater, quand on regarde les derniers chiffres au niveau de l'inflation, on a vu une inflation globale ou l'inflation totale a reculé. On se souvient qu'on a atteint des sommets de 9,3 %. Alors, avec la baisse actuelle, c'est clair qu'on s'y attendait. Le prix du pétrole a baissé, le prix de plusieurs denrées agricoles également. Par contre, ce qui inquiète un peu plus les banques centrales et les marchés, c'est l'inflation de base. Quand on isole et qu'on enlève justement les deux composantes les plus volatiles, c'est-à-dire l'alimentation et l'énergie, alors on voit que cette inflation-là est encore en hausse à l'heure actuelle. Et quand on décortique l'inflation et qu'on la divise entre l'inflation dans les biens et l'inflation dans les services, on se rend compte que d'abord, le poids des biens est à peu près de 25 %. Et là, on peut voir qu'avec l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement mondiale, la fluidité qui s'est améliorée, on vit des baisses à ce niveau-là. Par contre, au niveau des services, on demeure encore à des sommets. Et quand on veut définir un peu plus les services, on parle de l'hébergement, restauration, transport, soins de santé. Alors, et comme on sait que dans ce secteur-là, il y a beaucoup plus un impact au niveau de la main-d'œuvre et que la main-d'œuvre demeure quand même encore très serrée, nous, on ne voit pas demain matin qu'on va recommencer à vivre des baisses d'inflation qui vont nous ramener à du 3 à du 2 %. Donc, pour nous, les taux d'intérêt vont demeurer, oui, plus élevés, mais probablement pour plus longtemps qu'on l'estime. Et c'est un peu ce que le marché du travail nous dit aujourd'hui. Quand on regarde la moyenne des hausses salariales qui se sont payées au cours des 12 derniers mois, on parle d'une moyenne de 7 %. Et ça ne rebaissera pas. C'est pas la veille d'un matin qu'on va commencer à donner des augmentations de salaire de 2 %, donc encore pendant un certain temps. Et à titre d'exemple, actuellement, on voit que pour 6 millions de chômeurs aux États-Unis, il y a presque 12 millions de postes vacants. Donc, les gens n'ont pas nécessairement les bonnes qualifications, mais ça demeure quand même un marché qui est très serré. Et malgré toute la bonne nouvelle de vouloir ramener des emplois qui avaient été délocalisés en Asie, qu'on voulait ramener ici, bien, c'est une bonne nouvelle, mais on estime que c'est presque 400 000 jobs cette année qui vont être ramenés aux États-Unis. Donc, ça va créer un marché de l'emploi encore plus serré. Donc, c'est ce qui fait que les banques centrales réagissent aussi agressivement. On l'a vu la semaine dernière. On a encore augmenté les taux d'1,75 %. Et quand on sort de ces rencontres-là, c'est important de constater c'est quoi la hausse de taux, mais surtout c'est quoi le discours qui vient avec. Et les membres de la Réserve fédérale américaine doivent se prononcer sur la direction des taux anticipés de chacun. Et quand on regarde la moyenne de ce consensus-là, on voit des taux d'intérêt monter environ à 4,25 d'ici la fin de l'année. Il reste 2 rencontres de la Fed, une en novembre et une en décembre, et également atteindre un sommet de 4,6 % à la fin 2023 avant de redescendre. Alors, c'est beaucoup ça qui cause la volatilité sur les marchés. Si on était convaincu que les taux allaient arrêter à cette hauteur-là, probablement que vous verriez les marchés reprendre et récupérer une partie des baisses parce que ça enlèverait une incertitude. Mais là, depuis les derniers mois, constamment, ces chiffres-là passent en augmentation continuelle. Alors, les investisseurs se posent à raison comme question, bien, ça va-tu monter à 4,75, ça va-tu monter à 5,5 pour casser l'inflation? C'est ce qui crée beaucoup d'incertitudes. Et nous, on estime que lorsqu'on va atteindre ce qu'on appelle dans notre jargon le pivot, quand la Réserve américaine va nous dire, OK, j'ai terminé, on a réussi à combattre l'inflation à notre goût et qu'éventuellement la prochaine étape va être de redescendre les taux d'intérêt, c'est là que les marchés vont avoir atteint un creux, mais c'est pas aujourd'hui, on n'est pas encore rendu à ce niveau-là. Alors, avec tout ça, on peut constater que l'impact sur les marchés financiers a été important. Pour vous donner une idée, mettre un peu de perspective, lorsqu'on recule jusque dans les années 50 et qu'on analyse chacun des semestres de rendement de toute cette période-là, il y a eu 145 semestres de rendement, et qu'on les divise en 4 cases, à savoir quand est-ce que c'est arrivé que les actions étaient positives, les obligations en baisse, que les deux étaient positifs, qu'on a vu des actions descendre, des obligations monter, et finalement,
que les actions et les obligations baissent en tandem, c'est arrivé seulement à 9 reprises sur 145 semestres, dont celui qu'on vient de constater. Et on parle de baisse à ce moment-ci des obligations de moins 13 % à cause de la hausse des taux et le marché boursier en baisse de moins 23 %. Donc, quand même, une volatilité qui est importante, autant pour nos clients qui ont des portefeuilles plus agressifs en actions que ceux qui ont des portefeuilles plus conservateurs. Donc, c'est un peu le constat de la situation et on ne pense pas que ça va arriver de nouveau dans le prochain trimestre, dans le sens que c'est quand même un fait assez rarissime, ce qu'on vient de vivre. Alors, avec tout ça, je vous rappelle que notre comité de placement, on est 34 personnes dans l'équipe, il y en a 7 qui sont dédiées au comité de placement. Notre travail est d'analyser quotidiennement les informations. Lorsqu'on prend la décision de prendre une participation dans une entreprise, on a accès à toute la recherche de toutes les banques canadiennes pour voir un peu l'analyse de chacune. On achète de la recherche externe toujours avec 2 organisations, une à New York qui s'appelle Piper Sandler, une à Montréal qui s'appelle BCA Research, 2 organisations qu'on paye pour leur cerveau, leur expérience, des organisations qui ne vendent aucun produit financier, donc il n'y a pas de biais là, par rapport à ça. Et également, on a la chance, pour vous donner une idée, que dans l'organisation de Piper Sandler, on a M. Roberto Perli, qui est un ancien membre gouverneur de la Réserve fédérale américaine. Donc, c'est sûr qu'on va écouter de façon beaucoup plus serrée, si je peux dire, son opinion quand on va avoir une prévision au niveau de ce qui va se passer avec les taux d'intérêt. Et une des analyses intéressantes de la part de Piper Sandler, un indicateur qui nous aide à prévoir les probabilités de récession qui s'en viennent. Vous voyez que dans chacune de ces zones ombragées, dans le fond, lorsqu'on dépasse avec leur indicateur la zone de 60, la récession se matérialise pas longtemps après et on l'a traversé. On est rendu actuellement à peu près à un indicateur de 62. On prend le pouls également avec des sondages faits au niveau des chefs d'entreprise américaines. Et quand on leur pose la question en date de la fin août, est-ce que vous voyez une récession à venir? 8 sur 10 nous disent que oui. Donc, ce sont des signes. Alors, on va surveiller de très près les résultats financiers qui vont sortir au 30 septembre. Je vous rappelle que les résultats financiers du 32 juin sont arrivés mieux que prévu. Alors, mais par contre, est-ce qu'en septembre, les hausses de taux qui ont été décrétées en début d'année, ça va paraître davantage, les augmentations de salaire, peut-être des baisses au niveau des marges bénéficiaires des entreprises? On va le savoir entre à peu près à partir de la 2e semaine d'octobre et on va suivre ça naturellement pour vous de très près. Je vous rappelle que, j'en faisais mention dans ma dernière capsule, quand on vit des marchés baissiers, lorsque la bourse descend plus que de 20 %, il y a 2 possibilités. Et depuis les 90 dernières années, on rentre dans ces 2 possibilités-là. Soit que les investisseurs ont anticipé avec raison ou sans raison une récession. Lorsqu'on a anticipé un ralentissement économique et que la récession ne se matérialise pas, on voit qu'en moyenne, les marchés reculent de 26 %. Alors, si on était convaincu qu'il n'y a pas de récession, alors on pourrait penser qu'actuellement, c'est le temps d'être un peu plus agressif et d'augmenter le poids de nos actions dans vos portefeuilles. Ceci étant dit, comme on est plus dans le camp qu'on estime qu'une récession s'en vient, il faut être un peu plus patient parce que on se retrouve à ce moment-ci que en moyenne, les marchés vont descendre de moins 36. Donc, c'est des statistiques, ça n'arrivera jamais comme ça, mais ça nous fait dire aujourd'hui qu'on a peut-être le 2/3 de la tempête derrière nous, si on se fie qu'il va y avoir une récession. Et en même temps, ça nous fait dire qu'on rentre dans une zone de confort. Entre moins 25 et moins 35, c'est là qu'on veut recommencer à prendre certaines participations dans vos portefeuilles. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus loin c'est quoi notre stratégie là, exactement. Le passé également, quand on regarde 2 épisodes de baisse de marché, nous rappelle, entre autres avec la crise technologique, que les marchés descendent jamais en ligne droite. Ce sont des escaliers avec des faux rebonds et à ce moment-là, on avait vécu 6 périodes de faux rebonds, donc sur une période d'à peu près 2 ans. Donc encore une fois, il faut être patient, c'est pas à la première baisse qu'il faut réinvestir. On se souvient que durant la crise financière, presque également 18 mois entre le début et la fin. Et on voit également qu'on avait vécu à ce moment-là 5 faux rebonds. Et quand on regarde la situation de 2022 actuellement, on peut voir qu'on est rendu avec un sommet qu'on avait atteint le 4 janvier. On est rendu au 4e faux rebond. Donc, au mois de juin, lors de notre dernière capsule, on était ici. Les marchés ont monté à la fin juillet pour revenir tester la semaine dernière les bas qu'on a connus en juin. Et là, ça a déclenché pour nous un premier signal d'achat. Alors, on désirait prendre le tiers de nos liquidités tactiques qu'on a amassées au cours des derniers mois
pour réinvestir à moins 25 %. Notre deuxième cible, et je vous avoue qu'on espère qu'on va l'atteindre, c'est à moins 30 % et la troisième est à moins 35 %. Ça peut paraître un petit peu anodin comment ça se fait qu'on souhaite des baisses, mais je vous rappelle que dans les 10 dernières années, les meilleurs achats qu'on a faits, c'était en mars 2020, en plein temps de la COVID. On a acheté des banques canadiennes qui ont doublé dans les 2 années qui ont suivi. Alors, je vous dis pas que c'est ce qui s'en vient, mais c'est sûr que c'est dans ces périodes-là qu'on nous donne accès à acheter des entreprises à 25 à 30 % de rabais. Alors, quand on regarde ça dans 3-4 mois, on n'a aucune idée qu'est-ce que le marché va décider. Mais on sait les résultats des entreprises, des bons bilans, des sociétés qu'on est très content d'avoir dans nos portefeuilles. Et vous allez voir que dans 2-3 ans, on va être content d'avoir fait ces achats-là. Je vais revenir un petit peu plus loin, mais vous voyez entre autres que les achats que nous avons faits, c'est avec des fonds négociés en bourse. On a acheté le marché américain pour sa profondeur, pour sa diversification. Et vous voyez également qu'on a pris une option d'être protégé contre les variations de monnaie. J'achète des actions aux États-Unis, je commence par acheter du dollar US, ensuite je vais acheter des actions. On ne veut pas vivre la volatilité potentielle du dollar parce qu'aujourd'hui, on rentre à un niveau que le dollar est à 73 sous. Alors, si l'économie redécolle, le dollar, les devises cycliques vont reprendre, donc le dollar canadien, le dollar australien, et à ce moment-là, on peut passer de 73 cents à 78,80 rapidement. Donc, on veut le marché US sans avoir l'inconvénient de faire une perte sur le taux de change. Donc, c'est l'outil que nous avons préconisé. Et on peut voir d'ailleurs que le dollar américain est actuellement très, très fort. Alors, c'est une tempête parfaite, ça va mal en Europe. On a vu ce qui s'est passé récemment au niveau de la livre sterling. Et donc, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon un flight to quality. On s'en va dans la sécurité. Et c'est ce que la devise américaine nous procure. Mais n'oublions pas qu'il y a des périodes que c'est l'inverse. Quand on s'en va vers une période plus que les investisseurs sont prêts à prendre des risques, on voit les chutes du dollar américain qui peuvent être aussi, je dirais, prononcées. Donc, c'est un peu le choix de notre positionnement. On a également, quand on compare les ménages canadiens en termes d'endettement aux ménages américains, on peut voir que les deux se suivaient de pair jusqu'à la crise financière, qui en passant, on n'a pas eu de crise immobilière au Canada. On l'a eu aux États-Unis. Ils se sont fait peur, ils se sont désendettés. Il y en a qui ont perdu leur résidence, si bien qu'aujourd'hui, on est plus de propriétaires fonciers au Canada qu'aux États-Unis, de toute proportion gardée. Et donc, au Canada, on a eu le même remède, des baisses de taux d'intérêt sans voir les inconvénients. Et c'est ce qui fait que ça a stimulé de façon très importante notre immobilier. Et donc, plus d'endettement. Alors, ça veut dire que les hausses de taux, toute proportion gardée encore une fois, vont faire plus mal au Canada qu'aux États-Unis. Donc, soyons prudents par rapport à cet aspect-là. Je vous fais toujours mention du sentiment du marché. Est-ce que les investisseurs sont friands à prendre du risque ou est-ce qu'ils sont plutôt l'inverse, qui sont frileux? Et quand on arrive dans des zones d'extrême pessimisme, comme on vit à l'heure actuelle, alors mes chiffres sont très récents, on peut voir que c'est à ce moment-là qu'on est dans les creux de marché. Alors, on en parlait pour ce qui s'est passé durant la COVID. C'est après ça après le pessimisme extrême que les marchés, au mois de juin, on était ici. Alors, on a vu les marchés reprendre et on est revenu à des niveaux où il y a beaucoup de pessimisme. Alors, on peut avoir une vue prudente sur les 6 mois qui s'en viennent, les 12 mois. Ça n'empêche pas qu'on serait dû pour avoir un rebond peut-être dans le 4e trimestre dû au fait qu'il y a trop de pessimisme à l'heure actuelle. Donc, naturellement, c'est ce qu'on va suivre et c'est ce qui fait aussi qu'on est intéressé d'avoir des phases d'investissement pour profiter de la situation. Je vous rappelle également que dans vos portefeuilles de tous nos clients en gestion discrétionnaire, on a entre à peu près 5 et 15 % d'actifs réels que nous avons ajoutés comme classe de placement dans vos portefeuilles. Terre à bois, terre agricole, de l'immobilier, pas l'immobilier résidentiel, mais de l'immobilier à ce moment-là, de l'immobilier industriel. On a des centres de distribution également. Et ces placements-là, qui sont majoritairement privés, sont beaucoup moins volatiles et on a pour la plupart des clauses d'indexation au niveau des revenus que nous recevons, si bien que ça nous a bien servi parce que depuis le mois de février, alors que les obligations sont à moins 13 et les actions à moins 23, on a à peu près une performance positive de 3 %. Donc, c'est quelque chose qui fait que vos portefeuilles aujourd'hui, quand on les compare à ce qui se passe sur le marché, sont moins en baisse. Donc, on va pouvoir récupérer nos sommes plus rapidement. Avec ça également, on peut faire le constat que les marchés boursiers aujourd'hui, quand on regarde les évaluations, le marché canadien est à 11 fois les profits. Depuis les 40 dernières années, on parle d'une évaluation moyenne de 15 fois les profits. Alors, nous, comme investisseurs, il n'y a pas longtemps, en début d'année, on se faisait offrir nos entreprises à 15 fois les profits.
Aujourd'hui, les gens ont un appétit pour le risque qui est presque inexistant, donc ils sont prêts à nous les acheter à 11 fois. C'est simplement à nous de dire qu'on n'est pas intéressé de les vendre. Alors, c'est ce qui fait que dans un climat qui va revenir normal, quand on va savoir la direction à venir des taux d'intérêt, même que les taux vont recommencer à descendre ultimement, vous allez voir que les évaluations vont reprendre leur place et les titres de qualité vont nous aider. On vit la même situation en termes d'évaluation au niveau des titres internationaux. Je vous rappelle que toutes les mauvaises nouvelles qu'on se partage, elles sont connues de tous, donc elles sont déjà dans les évaluations qu'on voit à l'heure actuelle. Le marché américain, quant à lui, est un peu à un niveau plus élevé, à presque 15,7 fois les profits, un peu en bas de sa moyenne, et on est très à l'aise parce qu'à l'intérieur, on se rappelle que le marché US, il y a toujours une prime qu'on doit payer un petit peu plus cher. On a à peu près 25 de composantes en technologie et on n'était pas acheteur de technologie à 35 fois les profits. Mais aujourd'hui, on parle de 20 fois les profits, donc des Microsoft, des Google dans vos portefeuilles, des titres avec une grande stabilité, pas de dette, des dividendes intéressants avec de la croissance. C'est ce qu'on recherche et on pense qu'on va être très bien rémunéré au cours des prochaines années. Finalement, c'est important également quand on regarde la photo à l'heure actuelle, de se rendre compte que, comparativement au 31 décembre dernier, on est actuellement dans une situation que les marchés sont en recul de 25 %. On a 3 % de plus d'intérêt sur nos placements sécuritaires en termes de rendement. Donc, quand on regarde les perspectives ou l'espérance de rendement qu'on a pour les 10 prochaines années, bien, c'est sûr qu'elle est supérieure. Et c'est toujours le cas. Dans les baisses de marché, dans les fins de cycle, les rendements moyens vont diminuer et lors de la reprise, on va reprendre, mais on estime qu'il y a à peu près 1,5 % de plus d'espérance de rendement par année pour les 10 prochaines années avec le niveau d'évaluation que nous avons aujourd'hui. Alors voilà en gros les éléments les plus importants qu'on voulait vous partager. Naturellement, ça nous fait toujours plaisir de vous parler. N'hésitez pas si vous avez des inquiétudes ou des éléments que vous aimeriez qu'on aille un peu plus en profondeur. Toute l'équipe est là à votre disposition. Ça nous fait toujours plaisir de vous parler. Merci. Bonne fin de journée.